Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, l'histoire l'enregistre désormais comme le feuilleton d'un retour triomphal au pays natal. L'ancien président, après 10 ans de détention à la Cour pénale internationale, l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo respire désormais l'air de son pays. Le fondateur du Front populaire ivoirien a été accueilli ou est arrivé en fin de soirée à l'aéroport d'Abidjan, accueilli par ses militants et sympathisants. Outrage à haute personnalité, le tribunal de première instance de Mbanga condamne à 1 an de prison ferme les 3 jeunes de Pendia interpellés à la suite des propos injurieux contenus dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, Laurent Gbagbo, de retour dans son pays, a déjoué l'organisation mise en place pour l'accueillir. Refusant de passer par le pavillon présidentiel aménagé sur instruction du président Alassane Dramane Ouattara, l'ancien chef de l'État a choisi de sortir en toute discrétion dans une voiture aux vitres fumées, mais sa notoriété et son histoire vécue ont poussé des jeunes à braver les interdictions de rassemblement pour lui rendre un vibrant hommage. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Éric Florent Ouattat, Carlos Minoué et Cédric Noufeli. À peine a-t-il foulé le sol de son pays que Laurent Gbagbo électrise la Côte d'Ivoire. Des scènes de liesse se sont multipliées dans l'enceinte du pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Pourtant, Laurent Gbagbo n'a pas été aperçu tel qu'il était annoncé. L'organisation avait prévu tout un itinéraire dans cette enceinte afin qu'il communie avec des chefs traditionnels, avec ses partisans et des cadres politiques du FPI. Laurent Gbagbo est arrivé autour de 16h26, heure locale. Ensuite, des cris de joie ont laissé entendre qu'il devait arriver pour échanger avec ses différents partisans et recevoir les bénédictions des chefs traditionnels. Il a déjoué le protocole et l'organisation qui a été mise en place. On a vu l'ancienne première dame Simone Gbagbo quitter le pavillon présidentiel. La raison était inconnue. Ensuite, c'est le fils du président Michel Gbagbo, récemment élu député, qui lui aussi a quitté les lieux. Ensuite, une voiture de couleur noire dans laquelle se trouvait Laurent Gbagbo a manœuvré dans l'enceinte de ce pavillon présidentiel et dans la voiture, il a salué les chefs traditionnels qui se sont mobilisés ici. Petite déception pour des journalistes qui ont essayé tant bien que mal de capter la première image de Laurent Gbagbo dès sa sortie d'avion ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, mais à l'extérieur, c'est une mobilisation importante des Ivoiriens qui a été observée. Ils ont tenu à braver la répression policière, les gaz lacrymogènes, afin de saluer Laurent Gbagbo, même s'il est resté dans ce véhicule de luxe de couleur noire, vitres fumées, pour se rendre dans son QG de campagne de 2010, devenu le siège du FPI, là où un discours est très attendu, où des audiences privées pourraient également s'y dérouler ce soir. Ici, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous sommes Éric Ouattat, Cédric Noufeli et Carlos Minoué pour Equinox en télévision. Et le secrétaire général du Front populaire ivoirien a condamné, du Front populaire ivoirien Assou Ado a critiqué ces restrictions. Il condamne ces actes du pouvoir ivoirien empêchant les jeunes de saluer leur icône politique. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprimait quelques heures avant l'arrivée de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Ni un arrêté d'interdiction émanant du préfet de la ville d'Abidjan. Ce sont ces personnes-là qui ont compétence au regard de la loi de faire la police administrative et donc d'interdire une manifestation.
Même mieux, hier, en Conseil des ministres, en rendant compte du Conseil des ministres, le porte-parole a dit qu'il nous accompagnait le FPI dans la mise en œuvre de schémas que nous avons arrêtés. Je voudrais dire que jusque-là, nous avions travaillé en partenariat. Je croyais vraiment que nous travaillions en partenariat. Et donc forcément, ce qui se passe aujourd'hui nous inquiète parce qu'en termes de gouvernance, ça nous pose un petit problème. Le premier problème, comme je vous dis, c'est la question qu'on ne peut pas... La police ne peut pas agir, s'auto-saisir et agir d'elle-même, auquel cas il faudra désespérer de notre police et de craindre. Donc il y a forcément des manipulations derrière. Et je trouve ça dommageable parce qu'un pays où tout le monde nous regarde, et c'est toute la presse qui en parle, qu'on gaze les personnes alors qu'on n'a pas un acte administratif qui l'interdit, cela me paraît ne pas correspondre au bon fonctionnement des rapports dans un État. Et encore, cela viole l'esprit qui a prévalu jusque-là avec le gouvernement que nous avons considéré jusque-là comme étant un partenariat. Il ne faut pas, parce que donner au monde entier l'impression que bon, on est ouvert et que nous sommes totalement disponibles dans le cadre du dialogue, on ne peut pas prendre des éléments importants comme accorder le statut d'ancien chef d'État au président Laurent Gbagbo et annoncer au monde qu'on lui donne le pavillon. Pour nous, certes, c'est un élément qui fait partie de son statut, mais le plus important, c'est la population qui veut l'accueillir. Et je pense que ce double langage ne rend pas du tout service à notre pays. Et comme je l'ai dit, nous sommes engagés dans un processus de réconciliation et il faut mieux éviter les frustrations. Parce que hier, il y a des gens qui ont manifesté, c'est prévalent donc des victimes. Personne ne les a dérangés, ils sont même allés dans des endroits pour manifester. C'est cette façon de faire l'administration qui crée parfois des frustrations et qui, à la fin du compte, pose des problèmes en termes de ressentiment, ainsi de suite. Nous devons aller au-delà de cela. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec le gouvernement. Nous sommes les derniers jours, il est malheureux, hein. On nous annonce des cars bloqués un peu par-ci, des arrestations par-là. Il y a manifestement une volonté d'empêcher les populations de sortir. Et cela viole vraiment l'esprit du contrat. Et pour être déçus, oui, nous sommes déçus. Vous venez de suivre la réaction de Assoa Ado, secrétaire général du Front populaire ivoirien. Et sur le plan national, 1 an de prison ferme pour les 3 employés de la société de plantation de Opendia. Ils ont été condamnés par le tribunal de première instance de Mbanga ce jour. Il leur est reproché d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit du président de la République, Paul Biya. On voit tout cela dans ce reportage de Jacques Molon et Donald Brice Kamgan. Après près d'une heure d'attente, la grand-mère de Clément Itembe Bonda éclate en sanglots. La sexagénaire reçoit la condamnation de son petit-fils comme un fardeau. Le jeune homme est condamné comme ses 2 autres collègues à 1 an de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende chacun. La maman du principal mis en cause est abattue. L'enfant prend l'argent. L'enfant est en train de se démerder pour avoir son argent pour aller chercher son travail pour travailler. Avec un bac plus 3. On lui donne 1 an. Avec 500 000 francs d'amende, il va prendre cet argent pour payer. En salle d'audience comme à l'extérieur, les amis, collègues et curieux se sont rassemblés pour suivre la décision du juge. Dans cette affaire où Clément Itembe Bonda a été reconnu coupable d'outrage au président de la République et propagation de fausses nouvelles via les réseaux sociaux. Nous demandons le soutien à toute la population. La diaspora, tout le monde. Le gouvernement doit être indulgent. Maître Fabien Kenya a assuré aux côtés de 2 autres avocats la défense des 3 jeunes dans ce procès sans partie civile. Il se dit déçu par la peine. J'ai constaté qu'ils n'ont pas un seul passé criminel. Quand c'est des honnêtes citoyens qui en ont eu ras le bol, je crois que tout le monde a été indigné d'apprendre que l'argent qui a été octroyé par les institutions internationales ou prêté, donc que nous allons rembourser aux générations futures pour nous prendre en charge à la faveur de la Covid aurait été détourné. La semaine dernière, Clément Itembe Bonda apparaît dans une vidéo dans laquelle il dénonce les détournements des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19, prononçant des mots évoquant l'intimité du chef de l'État et de ses ministres. La vidéo devient virale et les 3 jeunes sont arrêtés. Dans le même document, les jeunes s'alarment de leurs conditions de travail dégradantes dans la PHP, l'entreprise multinationale qui les emploie via un prestataire. C'était leur façon à eux d'exprimer leur ras-le-bol. Bon, nous aurions dû croire que
ils pouvaient aussi bénéficier d'une prison par souci. Concernant ces condamnations, c'est vraiment très sévère. Leur interpellation et leur condamnation divisent l'opinion. Leurs avocats ont interjeté appel immédiatement après le délibéré du tribunal de première instance de Mbanga, dans le département du Mungo. 6 fonctionnaires de la République enlevés dans le département du Ndiang, région du Sud-Ouest. Ils étaient en mission d'immatriculation des terres dans l'arrondissement des Kondotiti. Leurs ravisseurs, probablement des groupes séparatistes, exigent pas moins de 50 millions pour leur libération. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Une demi-douzaine de hauts cadres de la fonction publique en service dans le département du Ndiang, région du Sud-Ouest, sont introuvables depuis quelques jours. Il s'agit notamment des délégués départementaux des domaines du cadastre et des affaires foncières, du développement urbain et de l'habitat, de l'eau et de l'énergie, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, auquel s'ajoute le chef service départemental des enquêtes pour le Ndiang. Selon le préfet du département du Ndiang, qui confirme l'information, les infortunés ont été enlevés dans la matinée du 15 janvier 2021 à Masore-Balwe, un village de l'arrondissement des Kondotiti, non loin de Mundemba, chef-lieu du département du Ndiang. Un contact a pu être établi avec les fonctionnaires enlevés. Ils seraient détenus dans 2 camps différents dans une forêt de l'arrondissement des Kondotiti. Selon le préfet du département du Ndiang, les ravisseurs, probablement des groupes séparatistes, exigent pas moins de 50 millions de francs CFA, soit 28 millions dans un camp et 22 millions dans l'autre pour leur libération. Les 5 délégués départementaux ainsi que le chef service des enquêtes étaient dans une mission d'immatriculation des terres dans l'arrondissement des Kondotiti, département du Ndiang, région du Sud-Ouest, lorsqu'ils ont été kidnappés. Opération Combo Clean, les éléments de force de défense et sécurité ont réussi à neutraliser des bandes armées qui semaient la terreur dans le département du Mbui, région du Nord-Ouest. Ces battues ont permis de récupérer un arsenal d'armes de fabrication artisanale. Sur cet effet, je vous propose d'écouter le général de brigade Cavalaire. Il est commandant de la 5e région interarmée. Endroit des populations et ceux qui vous ont... 21e brigade d'infanterie motorisée et le commandant de l'opération Bouicline. C'est un sentiment de satisfaction. Le bilan, on n'a pas voulu dévoiler. Parce que c'est des Camerounais. Nous ne sommes pas là... On veut qu'il dépose les armes, mais il faut retenir qu'il a dit il y a des têtes des généraux, vous savez, qui ont été neutralisés. Je peux lire. Je parle qu'on a parlé de fake generals, pas les généraux, hein. Fake generals, qui caillent comme il y a Tonda, Mboulouf, Abakwa, Vekovi, Trista, Jakiri Spider. Des commandants aussi, sans compter les nombreux autres petits combattants terroristes. Donc félicitations aux hommes. Je leur ai dit que la mission doit continuer dans la discipline, dans le respect des règles d'engagement et de comportement, dans le respect des droits humains, car la population reste et demeure notre centre de gravité. Mais il faut dire qu'il y a certains qui sont encore recherchés, des Nopiti, les Soubou, les Capots, mais leurs jours sont comptés. Comme ils font du hit and run, dès qu'ils ont frappé nos forces, ils mettent les vidéos sur les réseaux sociaux pour respecter les droits humains, pas de tracasserie contre les populations.
Mais on veut que la population collabore. Elle collabore déjà de mieux en mieux, mais on a besoin de plus de collaboration de la part de la population. Elle qui souffre réellement de ce phénomène irrédentiste, je n'ose pas prononcer amazonien. Une réaction du général de brigade Carvalère, commandant de la 5e région interarmée, qui faisait le bilan de l'opération dénommée Kumbo Clean. Qui est le véritable gardien de la tradition à la chefferie de Bagam dans le département des Bamboutos? 2 enfants du défunt chef se disputent le trône, un casse-tête pour l'autorité administrative. Le préfet des Bamboutos a convoqué une réunion pour ramener l'ordre à la suite des émeutes survenues au sein de cette cour royale. Raphaël Tcheko et Vivien Tonfak. Confusion générale à la chefferie supérieure Bagam dans le département des Bamboutos. Ici, des princes passent outre la tradition bamileke ainsi que les textes de la République et décident de désigner un nouveau chef en la personne de Mathurin Mouyébé, ingénieur en télécommunication. Un acte qui laisse pantois des notables. J'étais parmi j'étais dans la commission et on a déployé le testament, ce nom qu'on a confirmé aux endroits sacrés. Parce que ce que les princes sont en train de venir avec, c'est une malédiction pour tout le village. Soutenu par une frange de notables, ces princes qui s'opposent à Dieu de Netendop, déjà initiés et installés comme successeurs de leur père, ont failli le lyncher le 23 mai dernier, au cours d'une cérémonie publique, devant des villageois médusés. Il ne manque pas d'arguments pour soutenir leur démarche. Et nous avons vu que si on continue comme ça avec lui, c'est que le village va gâter. Parce qu'à moins d'un an, il a fait beaucoup de fautes. Et lui, depuis qu'il est là, on n'est jamais être ensemble et réfléchir comment on peut faire pour que le village se développe. Nous, on ne fait pas le testament. Nous, on veut celui qu'on doit arranger le village avec lui. Le chef supérieur roi chez les Bagam est chef de 2 entités distinctes. Il est chef de famille, c'est-à-dire la famille royale, en tant que père de ses frères, en tant que mari de ses épouses. Il est chef de famille. Et maintenant, il est également le chef supérieur, chef du groupement, chef de tout le royaume. Maintenant, au moment où c'est une affaire de famille, le chef le gère avec les princes. Mais quand il s'agit des affaires du village, le chef à ce moment, comme chef supérieur, chef du royaume, le gère avec ses notables. Pour trouver une issue à cette guerre de succession et fragilise tout un peuple, le préfet du département des Bamboutos avait créé une commission de dialogue et réconciliation ayant 21 jours pour livrer sa copie. Mais la persistance entre les protagonistes n'avait pas permis que ce délai soit respecté. Une réunion est d'ailleurs prévue dans quelques jours en Bouddha, sauf que les princes mécontents et leur soutien semblent déterminés à résoudre le problème à leur manière. Affaire à suivre. Insécurité dans les installations scolaires. Un événement tragique s'est produit dans un établissement situé dans le 5e arrondissement. La petite Sandion, élève à Divine International Primary School en classe de Form 5, est tombée du 3e étage, perdant la vie de suite de ses blessures. Kedjara et Emos Fongo. Des larmes de désespoir d'un père Suki. Le ciel vient de s'abattre. Sa fille de 9 ans a été brusquement arrachée à la vie au sein de son établissement scolaire situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, où elle va faire une chute du haut du 3e étage de l'édifice. Je me sens transpercé. Je me sens ligoté. La scène se déroule en début d'après-midi ce mercredi.
La petite Sonjok, élève en classe 5 à Divine International College of Winsome, va se faire pousser du 3e étage par son camarade de classe avec qui elle s'amusait à sa sortie des toilettes. J'ai accompagné les enfants à l'école. C'est l'aîné, la fille aînée. J'ai accompagné hier avec ses petits frères. On m'appelle à 13h pour me dire que l'enfant a eu un accident. Je dis mais l'accident comment? Comment l'enfant peut avoir l'accident à l'intérieur de l'école? La fondatrice, qui échange avec le papa de la petite Sonjok, lui demande alors de les rejoindre à l'hôpital La Cantini de Douala. Voilà que je laisse tout ce que je faisais pour les suivre à La Cantini. J'arrive à La Cantini, je fonce aux urgences. Je ne trouve pas ma fille. Quand je sors de l'urgence, les mamans qui ont vu la scène viennent m'arrêter et me demander d'être fort. Au domicile de la petite Sonjok, ce mercredi après-midi, les enseignants et autres responsables de l'établissement sont venus apporter leur soutien à la famille éplorée. La nouvelle du décès de l'enfant a fait l'effet d'un choc au sein de la communauté des parents d'élèves de Divine International College of Winsome. Selon des témoignages, ils auraient demandé depuis plusieurs semaines au top management de réparer la grille de protection à l'origine de ce drame. Contactée par l'équipe d'Equinox Télévision, la fondatrice n'a pas voulu s'exprimer sur la question. À présent sur la ville de Kumba où une coupure prolongée de l'énergie électrique paralyse toute cette partie du pays. Les activités économiques sont presque à l'arrêt pour des manques à gagner importants. Martin Abanda. Tissu économique de la ville de Kumba a du plomb dans l'aile. Ceci en raison des coupures intempestives de l'énergie électrique allant parfois jusqu'au sevrage durant des jours. On n'arrive pas à travailler parce qu'il n'y avait pas la lumière depuis samedi. Et hier, là, la lumière est finalement venue, mais pour travailler à la baisse tension, comme vous voyez là. Parce que de temps en temps, on a toujours des coupures de lumière. On reste parfois même 4 jours, parfois 1 semaine sans lumière. Vraiment, c'est difficile pour nous. Quand il n'y a pas la lumière, l'électricité, vraiment, ce n'est pas facile parce que nous, les électrotechniciens, c'est tellement difficile. Un handicap qui met en mal les activités qui en nécessitent véritablement qu'à gagner pour les acteurs du secteur informel qui peinent à joindre les deux bouts et très souvent s'attire les foudres de la clientèle. Franchement, donc, on était là, les clients viennent chaque jour bavarder parce qu'on n'a pas fait les habits. Nous qui dépendent de rien que le travail comme la maintenance des appareils électroniques, nous on ne peut plus s'en sortir parce que sans lumière, on ne peut rien avoir comme les sous. Donc disons l'argent dans notre poche. Quand il y a la lumière, nous on travaille et l'argent aussi vient. Là, on peut gérer notre famille en paix. Il faut donc avoir recours à des sources d'énergie alternatives. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Parfois, on essaie jusqu'à trouver l'électrogène. Mais quand on a l'électrogène, ce n'est pas tous les clients qui ont l'électrogène. Donc tu vas rester avec l'électrogène chez toi, tu veux travailler, mais tu ne vois pas les clients venir. Les populations implorent la clémence de l'entreprise en charge de la distribution d'énergie électrique afin de soulager leurs peines. Parlons culture à présent. Un palais de la musique bientôt construit à Yaoundé. Le projet qui intègre une salle de spectacle de près de 1500 places, un studio d'enregistrement et d'autres commodités vient d'être présenté par le conseil d'administration de la Sonacam. Des travaux présidés par le docteur Atebazor ont également porté sur la répartition de plus de 112 millions de francs CFA aux acteurs de l'art musical. Marcelin Gansop. Après avoir longtemps serré la ceinture et exprimé pour la plupart un ras-le-bol, somme toute légitime, les artistes musiciens vont enfin passer à la caisse. Depuis cette année dernière, les artistes attendent ces répartitions et vous savez bien, avec Covid, ça n'a pas été évident, où pratiquement tout est en arrêt et l'art musical a été fortement touché. Il y a eu
des morts et pas des moins, mais surtout l'activité a été mise en berne et jusqu'aujourd'hui, vous imaginez que les artistes souffrent énormément. Donc, on est content d'annoncer ces répartitions qui auront lieu dans au trop une semaine. Pour cette répartition qui revêt un caractère social, le plafond est de 150 000, pendant que les moins payés recevront 57 000 francs CFA. Pour le PCA, c'est le résultat du sacrifice consenti par ceux qui normalement devaient s'en tirer avec la plus grosse part du gâteau. Dans les détails, ce sont 1483 bénéficiaires qui vont se partager un peu plus de 112 714 000 francs CFA, soit 85 millions en répartition directe, représentant 76% de ce montant, et le reste dédié au fonds social, 4%, ainsi qu'aux non documentés et autres réclamations, à hauteur de 20%. Ce conseil d'administration était également porteur d'une autre bonne nouvelle, relative à la construction prochaine d'un palais de la musique à Yaoundé. Nous pensons que la société doit avoir un siège, mais ça ne sera pas seulement un siège, ça sera une structure futuriste qui va nous permettre d'avoir les entrées, pas seulement pour rembourser les fonds qui seront levés, mais aussi pour soutenir les entrées de la société, des artistes. La maison que vous voyez là, l'immeuble aura d'abord 2 studios d'enregistrement ultra modernes. Cet immeuble aura une salle de spectacle digne de 1500 places, avec toutes les lumières, avec un matériel de pointe fixe, avec les salles de répétition. Le conseil d'administration a enfin décidé de se séparer du premier vice-président de la SONACAM. Il est reproché à Serge Rafik d'être une épine dans la chaussure du dit conseil. Alors que les critiques les plus acerbes inondent la toile venant de certains acteurs de l'art musical, l'équipe que conduit Até Bazor dit se concentrer sur l'essentiel, à savoir le relèvement du niveau de vie des créateurs des œuvres de l'esprit. Et les artistes musiciens projettent de marcher dans la capitale le 21 juin prochain, jour consacré à la célébration de la fête de la musique, pour exiger du gouvernement l'adoption du statut de l'artiste camerounais. Le président du conseil d'administration de la SONACAM prône l'apaisement et propose plutôt la voie du dialogue. Je vous propose d'écouter le docteur Até Bazor. Les mots d'ordre pour les marches lors du 21 juin, je voulais vous dire que lors de ce conseil d'administration, on a pris une décision ferme parce que la fête du 21 juin, c'est une fête internationale, ce n'est pas une fête organisée par le Cameroun. Les artistes camerounais ont beaucoup de problèmes. Le problème de statut est vraiment pas à ignorer, mais il y a les voies de recours. Nous pouvons faire un mémorandum. Nous pouvons constituer des gens qui puissent essayer de rencontrer ou c'est le chef de l'État ou le Premier ministre. Mais on voit très mal ce que une marche peut nous apporter pour changer la situation. Mais on va continuer à utiliser les voies et moyennes républicaines pour ne pas mettre notre gouvernement en mal. Parce que le ministère des Arts et de la Culture fait beaucoup, a essayé de faire beaucoup de choses pour déjà organiser le désordre qui était au niveau des droits d'auteur. Et il y a les fédérations qui arrivent où j'ai de soucis des informations sur l'avancée des travaux sur ces statuts des artistes qui seront résolus à travers cet instant. Parlons sport à présent. L'organisation et la gestion du football serait-elle maudite depuis des temps au Cameroun? Eh bien, de la première association sportive Fédération athlétique du Cameroun, fondée en 1934 jusqu'à l'arrivée de la Ligue de football et les FECAFoot, notre football a toujours été secoué par de nouveaux scandales de corruption, détournement, trafic d'influence, protection des intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt du football. De mauvaises pratiques plus que d'actualité. Innocent Abega, Jean-Paul Chouniat sur le chemin de la Canne. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.
De 1930 à 1960, le football va connaître une expansion rapide au Cameroun, avec la création d'une multitude de clubs dans plusieurs régions du pays. Le littoral en tête, avec Douala comme maison mère des équipes de tradition, le Rix Bélois, le Caïman Club d'Aqua, le Léopard de Dedo, l'Union de Douala, la Dynamo de Nkomondo, l'Aigle de Nkonsamba dans le Mungo. Dans la région du centre, la ville de Yaoundé fait office de tête de pro avec le Canon Pakoum de Kondongo, le Tonnerre Kalara Club de Mvogada et à l'ouest, le Racing Club de Bafoussam, l'Aigle Royal de la Ménois, la Panthère Sportive d'Undé et bien d'autres clubs disséminés à travers le pays. Ce sont ces équipes qui animent le championnat de l'époque. Mais très rapidement, le désordre s'installe dans les tournois avec un cafouillage dans la principale instance d'organisation et de gestion du football camerounais à l'époque. La première association créée en 1934, baptisée Fédération Athlétique du Cameroun, avait pour mission de promouvoir et vulgariser le foot dans notre pays. Mais cette association devint vite le berceau de nombreux manquements, à l'instar des décisions arbitraires, la corruption à ciel ouvert, les détournements de fonds, une coupe bien pleine de scandales et d'échecs. Ainsi mourut la FAC de sa bonne mort au bout d'une existence éphémère de 18 années. Une fois dissoute, c'est la Ligue de football du Cameroun qui prend le relais en 1952, encore dirigée par un Français, le sieur Julliard. Le nouveau président reproduit les mêmes tares reprochés à la FAC. Le colon gaulois perpétue la gabégie 5 années durant avant de dégager définitivement le 27 janvier 1957, année où le Cameroun obtient son autonomie interne sur décision des Nations Unies. Monsieur Julliard du football et ses compatriotes des autres domaines d'activité ont débarrassé le plancher. Les Camerounais prennent leur destin en main. Théodore Manga devient président de la nouvelle Ligue de football. En dépit de tout l'orgueil national prévalant à cette époque, Théodore Manga et sa bande s'illustrent très tôt dans la défense des intérêts égoïstes, clivage ethnique, détournement de fonds. Les membres de la Ligue nationale de football du Cameroun n'en peuvent plus et convoquent une assemblée générale extraordinaire le 11 janvier 1959 à Yaoundé. La montagne accouche d'une souris. La concertation s'achève en queue de poisson dans un cafouillage à nul autre pareil. Pour sauver les meubles, les municipalités de Douala, Yaoundé et Nkonsamba reçoivent quitus d'organiser les compétitions régionales en marge de la rédaction et l'adoption des nouveaux statuts. Nouvelle assemblée générale, cuisant échec des concertations. Tout irrité de cette incapacité des Camerounais à taire leur querelle au nom de l'intérêt général, le vice-premier ministre chargé de l'éducation nationale, Michel Ndiné, prend tout le monde à contre-pied et interdit la pratique du football le 28 février 1959 sur l'ensemble du pays, 8 jours seulement après sa nomination à ce poste. Et pour un retour à la normale, une révision des statuts est engagée à la va-vite et une nouvelle assemblée générale extraordinaire convoquée. Les statuts adoptés, l'actuelle Fédération camerounaise de football est créée, avec pour premier président Ngankou Amos, élu ce fameux 30 mai 1959. Malheureusement, 62 ans après sa sortie des fonds baptismaux, la FECAFOOT d'aujourd'hui a presque conservé point par point les mauvaises pratiques et mauvaises habitudes de sa douloureuse genèse. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du 20h. La Société anonyme des brasseries du Cameroun va en guerre contre le coronavirus. L'entreprise citoyenne a distribué des kits de lutte contre la Covid dans les débuts de boissons de la ville de Yaoundé. Reportage. 8 juin 2021, beaucoup de distributeurs de boissons de la ville de Yaoundé ont le sourire aux lèvres. Plusieurs d'entre eux viennent de recevoir du leader agro-industriel camerounais des kits anti-Covid. Un véritable soulagement qui intervient au moment où on observe du relâchement. Comme eux, plusieurs distributeurs de boissons ont bénéficié de ces dotations dans le cadre de la campagne nationale de distribution des kits anti-Covid du groupe SABC. Pour moi, ce geste est un grand soutien. Un soutien commensurable de notre partenaire, notre grand partenaire, toujours les brasseries du Cameroun, envers nos établissements. Parce que ces gels nous aident à bouter le coronavirus
non seulement hors de nos bars, mais hors de la société camerounaise. Cette dotation en kit anti-Covid est la résultante d'un partenariat entre le groupe SABC, leader du secteur brassicole, et le syndicat national des exploitants des débits de boissons, le SINEDEBOC. Il vise à faire des points de distribution de boissons des points sécurisés d'un point de vue sanitaire. Merci à la SABC qui, une fois de plus, n'est-ce pas, montre aux yeux du monde que le partenariat qui existe entre le SINEDEBOC et la SABC est un partenariat gagnant-gagnant. Et nous disons à tous nos sympathisants, à tous nos membres, n'est-ce pas, d'utiliser à bon escient, de faire le maximum d'efforts pour que tout le monde, nos clients, respectent les mesures barrières. Cet engagement du groupe SABC envers les distributeurs de boissons n'est pas à sa première expression. C'est dans ce cadre que le groupe SABC prend régulièrement l'initiative de peindre des points de vente ou de les équiper en réfrigérateurs, en chaises et en tables. Et en cette période de crise sanitaire, le groupe SABC a orienté ce partenariat vers la protection de la santé de ses consommateurs. Le groupe SABC, dans son élan de citoyenneté, au lendemain de la sortie de la Covid-19, s'est engagé dans le respect des mesures barrières telles que dictées par l'administration publique. Pour cette année également, nous avons pris l'engagement de couvrir encore plus de 1000 points de vente avec des dotations similaires. C'est ce qui justifie notre acte de ce jour. Depuis le début de la crise sanitaire, le groupe SABC a réitéré son engagement citoyen à travers plusieurs actions de prévention. Outre les actions de communication et de sensibilisation au respect des mesures barrières, le groupe SABC a distribué dans plus de 1000 points de vente des équipements constitués de gel hydroalcoolique, de masques de protection ou encore des diffuseurs pour le lavage des mains. Un autre moyen pour le groupe SABC de placer ses consommateurs au cœur de sa vie. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Otto et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Laurent Koudou-Gbagbo, après avoir passé 8 ans, on va le dire comme ça, à la prison de Schwenningen aux Pays-Bas, Laurent Koudou-Gbagbo, je vous l'ai dit, est de retour à Abidjan. Après avoir passé 10 ans de détention à la Cour pénale internationale, Laurent Koudou-Gbagbo est de retour dans son pays. Il faut le rappeler, il a été accueilli en fin de soirée par ses militants et sympathisants. Mais Laurent Gbagbo a déjoué l'organisation mise en place par le président Alassane Dramane Ouattara pour son accueil. Il a choisi de se retrouver il a choisi d'entrer dans une voiture aux vitres fumées. Mais sa notoriété et son histoire vécue ont poussé des jeunes à lui rendre un vibrant hommage. Saint-Jaloto. 6 hauts fonctionnaires enlevés dans le sud-ouest. Vous l'avez dit, Serge Alain Otto, ces 6 fonctionnaires de la République sont portés disparus depuis le 15 juin dernier en service dans le département du Ndjian. Ils étaient en mission d'immatriculation des terres dans l'arrondissement des Kondotiti et c'est en ce moment-là qu'ils ont été enlevés. Et leurs ravisseurs réclament près de 50 millions de francs CFA pour leur libération. 12 mois de prison ferme pour le trio de Mbanga, de Ndjombe Penja, on va le dire comme ça. C'était au tribunal de première instance de Mbanga. Ces 3 employés à la PHP ont eu comme sentence 1 an de prison ferme pour avoir tenu des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État, Paul Biya. Et on se rappelle que cette vidéo est devenue très virale sur les réseaux sociaux. La sentence a été prononcée ce jour par le tribunal de première instance de Banga. C'est dans le département du Mungo, Serge Chaloto. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, JBB, Julien Pert. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour donc sur le plateau et qu'il en soit, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de Franck Carlin Manson, Jean-François et